deuxième partie Critique Info. Mesdames et messieurs, bonne année. Mozito Fayulu dans les préparatifs de la marche du 17 janvier. La prospérité en parle. Sylvestre Ilunga visite les nouveaux édifices du Tanganyika. L'urgence de la création d'une classe moyenne et de l'autonomisation de populations rurales. La balkanisation de la RDC, Mbongo alerte, Fachi rassure. Lorenzo administre une leçon à Fachi. Je voudrais qu'on parle de ça comme sujet, mais je voudrais d'abord revenir sur deux, trois informations que j'ai vues ici. La première question, elle est celle de parler de ce rassemblement de Mozito et Fayulu pour le préparatif de la marche du 17 janvier. Moi, je suis convaincu d'une seule chose. Le mois de janvier est un mois de grands enjeux pour la RDC. Ce mois de janvier, nous ne pouvons pas célébrer le 17 si nous n'arrivons pas à célébrer le 4 janvier. Sans le 4 janvier, Lumumba ne serait pas Premier ministre. Sans le 4 janvier, Lumumba ne serait pas là où il est. N'oublions pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Le 4 janvier est un jour fondamental pour la République. Demain est un jour fondamental pour la République. Aujourd'hui, nous parlons parce que les gens sont morts pour nous. Aujourd'hui, nous parlons parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé ces jours-là. Ce vendredi, le jour que nous sommes aujourd'hui, le 3 janvier le 3 janvier aujourd'hui, mais maintenant le 3 janvier 1960, qu'est-ce qui s'était passé? Le 3 janvier 1960, qu'est-ce qui s'était passé? Je dois rappeler ici que cette histoire de Mikado et l'équipe qui a joué ce jour-là, c'est bien bon pour l'histoire, on est bien d'accord, mais dans les faits, il y avait déjà un grognement, il y avait déjà des mécontentements. À Kinshasa, il y avait déjà cette souveraineté. Je dois vous rappeler que aujourd'hui, aujourd'hui en 1960, le 3, si nous reculons d'une semaine, il y a des gens qui déjà commençaient à protester. Il y a des tensions, il y a eu des tensions dans la ville de Kinshasa. Vous savez pourquoi? Revenons un peu plus loin. Nous sommes en 1959. Le mois de mai 59. Notre constitution, la loi fondamentale, va être élaborée, je crois, au mois de mai. Le mois de mai 1959, si je ne me trompe pas, plusieurs lois congolaises ont été élaborées sans la participation des Noirs. Et le Kasavubu, le Lumumba et bien d'autres, on savait déjà un peu plus. Ils étaient, c'est vrai, jeunes. Paul Maurice et tout, Paul Maurice et Okito, et tous ces gens-là, ça entendaient parler de cela. Et ils étaient indignés de savoir qu'ils n'avaient pas été associés à ce grand mouvement-là. Alors qu'en ce moment, ici, toujours au mois de décembre, au mois de janvier 1960, et si vous voulez, bien avant, la Côte d'Ivoire, la Brazzaville et bien d'autres pays, il y avait déjà des intellectuels africains de l'autre côté. Mais chez nous, on n'avait aucune préparation. Et ça commençait à devenir pas bien. On coupait encore le bras, même si on ne le faisait plus de façon officielle. Mais il y avait déjà des choses qui ne marchaient plus bien. Et vous avez des gens comme Lumumba, des gens comme Kasavubu et bien d'autres personnes, des vrais héros anonymes qui étaient ces jours-là présents au stade. Aujourd'hui, le 3 janvier 1960, les gens étaient déjà en train de préparer le match de demain, le meeting de demain, parce que la journée d'aujourd'hui, il y avait déjà des autorisations qui avaient été annulées. Le 3 janvier 1960, que faisait Kasavubu? Il était où? Kasavubu était en train de rédiger déjà sa missive, sa lettre scandaleuse de demain, le 4 janvier. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous avons une inconscience collective. Nous oublions les journées fondamentales. Demain, les gens vont mourir. Demain, le 4 janvier 1960, les gens mourront. Les gens vont mourir parce que l'avenir doit être meilleur. Ces gens ont accepté de peindre leur sang pour l'avenir de demain. Nos ancêtres pensaient déjà à nous, nos grands-parents pensaient déjà à nous. Il y a des Congolais qui ont perdu l'usage de leurs bras, l'usage de leurs mains, l'usage de leurs vues. Ils ont tout perdu parce qu'il fallait tout donner ce jour-là. Et c'était une coïncidence, je vais dire, du match.
C'était la goutte d'eau qui a fait finalement renverser le vase. Mais on est où? Nous partons directement le 17 janvier. Je ne suis pas contre le 17 janvier. Par contre, je suis d'ailleurs pour le 17 janvier. Mais est-ce qu'il n'est pas le moment de revenir d'abord le 4 janvier? Ne serait-ce que répondre le nom de ces gens-là. Vous savez qu'on n'a pas les noms de ces gens-là. Nous ne connaissons même pas ces personnes-là. Parce qu'il n'y a jamais eu une décision courageuse de la part de l'État congolais pour demander au peuple congolais de se manifester, de se manifester dans les communes. C'est dont leurs parents ont été trouvés, ou été tués, pardon, persécutés, ou qui avaient pris part à la marche du 1960, de s'enregistrer. Et puis on aura finalement une bonne commémoration pour toutes ces personnes-là. Parce que les gens, il y a encore dans ce pays des gens qui avaient 4 ans, le 4 en 1960, et il y a des gens qui avaient 10 ans en ce moment-là. Il y a d'autres qui avaient 12 ans, qui avaient 13 ans, il y a même qui avaient 17 ans, qui étaient encore mineurs pendant ce moment-là. Vous avez encore des gens qui vivaient dans des maisons, il y avait des gens qui venaient de naître à ce moment-là. Mais c'est des gens qui ont été témoins directs ou indirects de la chose. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est que la RTNC et les médias sociaux devaient finalement présenter, ne serait-ce que les noms de ces victimes, ne serait-ce que les noms de ceux qui ont pris part au match, ne serait-ce que le nom de ceux-là qui ont dit non ce jour-là. On en a besoin. Mais c'est tout le Congo qui tourne le dos à ces gens-là. Aujourd'hui, on tourne le dos à ces gens. Nous allons voir autre chose. Nous célébrons l'indépendance, mais jamais les martyrs de l'indépendance. Cette journée est restée comme ça, oubliée dans le passé. Mais vous savez, à chaque fois que nous arrivons à ce jour, il y a des familles qui pleurent leurs membres de famille. Chaque fois que nous arrivons le 4 janvier, il y a des gens qui pleurent les membres de leur famille. Il y a des gens qui pleurent la douleur de leurs frères, de leurs sœurs, tués ou mutilés ce jour-là. Il y a des gens qui sont tombés sur le coup de la police. Il y a des gens qui ont finalement été tabassés, fracturés. Et ils ont porté les cicatrices toute leur vie. Et nous ne pouvons pas simplement aujourd'hui tourner le dos à ces gens-là et regarder Lumumba. Simplement, non, Lumumba est un profiteur. Lumumba a profité de l'occasion. Je ne dis pas le profiteur au sens négatif, mais il est profiteur. Kasavubu aussi. Ils ont profité de cela, de la marche, de cette insurrection. Ils ont profité de cela. Alors, le temps est arrivé maintenant où nous devons reconnaître ces personnes-là. C'est très facile de reconnaître ces gens-là. Il y en a qui sont en exil aujourd'hui. Les enfants de ces gens-là sont en exil. Il y a des orphelins en exil aujourd'hui. Des veuves en exil. Alors prenons soin de ces gens-là. Parlons d'eux. Donnons-leur la possibilité de parler, de relater l'histoire, de dire, voici ce jour-là, papa était à la maison, nous étions aussi à la maison, j'étais toute jeune, mais je ne savais pas comment ça s'est passé. Si moi, Christian, la guerre de 96, je peux raconter cette guerre du début jusqu'à la fin. J'avais 9 ans. Je me rappelle très bien de ce moment, j'étais encore jeune. Mais je sais voir comment ça se passait. Je me rappelle très bien de comment ça se passait. Je sais que j'étais à la maison, on vivait à l'hôtel Riff. À côté de l'hôtel Riff, il y avait un camp militaire, mais c'était plutôt un camp des officiers, si je ne me trompe pas. Si j'ai encore bonne souvenance. Parce que tous les militaires vivaient un peu de ce côté-là. J'ai encore les images de Goma. Ah non, non, si, s'il vous plaît. Je sais que ma mère est rentrée à la maison en pleurant, en nous disant « Bolata Bilamba est belé ». On a pris beaucoup d'habits, on a mis Tolati Bilamba est belé et on partait vers Sake. Je me rappelle encore très bien de ce jour. Je vois même la couleur du boulevard. Voyez-vous? Alors, donc, si moi, à 9 ans, je peux relater l'histoire de ce qui s'est passé en 96, il y a aussi des gens qui avaient 9 ans à l'époque en 1960. Je ne connais pas aujourd'hui, il a quel âge aujourd'hui, Hervé? Celui qui a 1960, il a quel âge? Ça peut nous donner une image. Voilà, donc c'est même facile, il a 60 ans. C'est même la date de notre indépendance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ceux qui ont 60 ans ne peuvent pas parler de l'histoire? Bon, on peut même aller plus loin. Ceux qui ont 74 ans. Parce qu'il y avait des gens qui avaient 14 ans en ce moment-là. Quand les faits se produisaient, ils avaient 14 ans. Je peux même aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 80 ans. Mais qui peuvent relater l'histoire, comment ça s'est passé. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient 20 ans. Donnons la parole à ceux-là. Il y avait des adolescents. Il y avait des gens qui avaient 20 ans. Il y avait des gens qui avaient 25 ans. C'est vrai, le fait qu'il y avait 25 ans à l'époque ne peuvent pas dire beaucoup. Parce que peut-être ils sont fatigués, ils n'ont plus le verbe avec eux, peut-être qu'ils sont maintenant en train de perdre certaines images.
Mais il y en avait qui avaient 15 ans. Aujourd'hui, ils ont 75 ans. Pourquoi? Vous pensez vraiment qu'un monsieur de 75 ans ne sait pas parler? Pensez-vous qu'un monsieur de 80 ans ne peut pas discuter? Il ne peut pas nous relater comment ça s'est passé ces jours-là? Il est temps, s'il vous plaît. Je demande au peuple congolais de revenir un peu sur la question et de parler de cela. Le 17 janvier, je ne refuse pas, c'est une très bonne date. Il faudrait qu'on en parle. Mais je me pose en même temps la question. Est-ce qu'il est important aujourd'hui? Est-il important aujourd'hui de fêter la date du 16 janvier, de célébrer ou de commémorer la date du 16 janvier de la mort de Laurent Désiré Kabila? Est-il important? Si en fait on commémore cette date comme une journée fériée, la date de Laurent Désiré Kabila, pourquoi on ne fêterait pas la date de la mort de Mobutu, qui était président de la République aussi? Pourquoi la date de Kasavubu n'est pas célébrée? Pourquoi ne célébrons-nous pas la date de Kasavubu? Pourquoi on ne célèbre pas la date de Mobutu? Et pourquoi on va célébrer la date de Kabila Joseph? Je ne vois pas pourquoi, humblement, je ne vois pas pourquoi nous allons célébrer la date de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila si on ne célèbre pas la date de la mort de Laurent de Joseph Kabila, pardon, de Mobutu. Il faudrait faire la même chose. Sinon, on enlève cette date dans notre calendrier de janvier, encore que ça nous prend beaucoup de jours, inutile. On a déjà le 4, ça sera un férié, on va l'amener à lundi. Et vous avez le 16 où on n'ira pas travailler parce que quelqu'un est décédé. Et puis on va aller le 17, on n'ira pas travailler parce que Lumumba était décédé. Et puis après le 24, peut-être s'il se réveille mal, il va encore dire que c'est un jour d'alternance. Il ne faut pas qu'on travaille. Finalement, le mois de janvier aura perdu beaucoup de jours. Si on enlève les dimanches, on enlève le 1er janvier. Mais ça fait beaucoup de jours pour un seul mois. Je pense qu'il faudrait comprendre. Nous devons, nous, en principe, nous poser des questions de ce que nous voulons. Donc, quand M. Fayulu et Mouzito pensent que le 17, il faudrait préparer une manifestation, je vais bien. Moi, je suis d'accord, d'ailleurs, je suis même avec eux. Mais seulement, je dis, et que faisons-nous du 4 janvier? Que faisons-nous du 4 janvier? Qu'est-ce qu'on a prévu pour le 4 janvier? Et je rappelle encore que Lumumba ne demandait pas la vérité des urnes. Lumumba disait c'était le pain et le progrès. Lumumba était dans une logique de... le combat de Lumumba, c'était le combat de la souveraineté du peuple congolais. Et la souveraineté du peuple congolais, pour Lumumba, c'était l'accession à une indépendance totale, politique, économique, culturelle, scientifique et bien d'autres choses. Lumumba a parlé de la balkanisation à laquelle il fallait finalement s'opposer. Mais aujourd'hui, ceux qui parlent de Lumumba, qui veulent célébrer Lumumba dans la logique de la vérité des urnes, alors que je ne trouve pas la même logique de Lumumba. Mais est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas bien la logique de la vérité des urnes? Je ne suis pas contre la logique. Seulement je dis, si nous voulons remettre Lumumba dans le contexte de la balkanisation, je vais bien. Battons-nous pour lutter contre la balkanisation. Soutenons la politique, la vision de Cardinal Ambongo. Soutenons la politique, sinon la logique du président Félix Tshisekedi pour finalement lutter contre la balkanisation. Je soutiens la logique du combat de M. Mouzito, de M. Fayulu. En fait, sur ce point-là, on est tous d'accord que nous devons lutter contre la balkanisation. Parce que Lumumba lui-même ne voulait pas de la balkanisation. Je suis bien d'accord sur la question. Donc, on peut aller pour régler cette question. Voilà un peu ce que moi j'allais dire à ce sujet de Mouzito, Fayulu dans le préparatif de la marche de 17 janvier. C'est très important, il faut marcher, mais il faut dire, quand nous marchons, c'est pour montrer quoi aux gens? C'est pour montrer quoi? C'est quel est le message que nous véhiculons? Si le message porte sur la lutte contre la balkanisation, je vais bien. Si le message est contre cette volonté manifeste de nous occuper, on est bien d'accord, parce que le Congo ne sera pas occupé. Ça, il faut le dire. Donc, c'était un peu ça. La balkanisation de la RDC, Ambongo Alerte Fachi rassure. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et d'en prendre un morceau, a déclaré l'archevêque de Kinshasa. Le président Tshisekedi fait rétablissement de la paix sur l'ensemble du pays une de ses priorités. Je pense que les deux personnes disent la même chose et c'est très bien pour nous. Alors, terminons mon allocution de ce matin avec le gel des avoirs de la fille de l'ancien président de l'Angola. Lorenzo administre une leçon à Fachi, s'exclame le Impact News, le journal de M. Joël Kadé. Mais j'aimerais moi aussi réfléchir avec vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est vrai que l'on va dire, Christian, maintenant tu défends M. Sidika Dokolo. Bon, c'est parce que vous allez voir ça dans les têtes des gens.
je ne suis pas dans les têtes des gens. Monsieur Sidika Dokolo, je ne le connais pas. Je suis convaincu qu'il ne me connaît pas non plus. Moi, je le connais simplement parce qu'il est acteur politique. Il fait des interventions. Parfois, il y a la matière sur laquelle nous étudions le dossier. Mais je ne vois pas, je ne sais pas s'il me connaît. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est un problème de principe. Et j'aimerais prendre le problème à deux volets pour ne pas déranger l'opinion ou surtout que ne pas comprendre. Je ne suis pas pour l'enrichissement illicite. Je ne suis pas pour l'enrichissement facile. Je ne suis pas pour la médiocratisation. L'Afrique a servi des leçons à plusieurs personnes, mais les gens ne veulent pas lire l'histoire. L'histoire de l'Angola, elle n'est pas différente vraiment de l'histoire du Congo ou de l'histoire de l'Afrique. Mais on va quand même isoler l'Angola pour essayer de réfléchir convenablement. Qu'est-ce qui se passe en Angola? En Angola, il se passe d'abord une crise politique avec une guerre, on va dire, civile, puis militaire même, entre Savimbi et Dos Santos. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se comprennent pas. L'un veut l'autre, l'autre ne veut pas l'un. Et ça ne marche pas. Et du coup, la guerre va aller plus loin. Mobutu va accompagner Savimbi. C'était l'un des mauvais choix que Mobutu avait eu à faire. Il va accompagner le rebelle au lieu d'accompagner le pouvoir régulier qui était là. Mais ça n'est pas le problème. Maintenant, après la guerre, l'Angola traverse un moment noir de son histoire. Et puis l'Angola va se relever avec la politique qu'avait menée M. Dos Santos. Vous le savez tous, tout le monde voulait aller en Angola parce qu'il y avait une sorte de vie là-bas. Leur Gécamine, que nous appelons Gécamine, qu'eux appellent Sonangol, leur société de pétrole, qui est l'unité, la principale source d'argent dans le pays, était dirigée de main de maître par la fille de M. Dos Santos, Madame Isabelle. Madame Isabelle qui gère Sonangol. On se pose une question. Quel était le niveau de vie quand Madame Isabelle conduisait Sonangol et après elle aujourd'hui? Parce que pendant la période de la direction de Sonangol, tout le monde savait ce que c'était Sonangol. L'on va dire ce que l'on veut dire. Parce que moi, il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens, surtout aux Congolais, et surtout même à l'Afrique. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes la fille d'un président de la République, que vous ne pouvez pas occuper des postes élevés du pays. Non. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ça serait une discrimination. Le fait d'être l'enfant d'un président ne m'empêche pas de gérer une entreprise publique, sauf si je n'ai pas de compétences. Mais si j'ai des compétences, si je gère bien l'entreprise, s'il n'y a pas de problème au sein de l'entreprise, si les gens sont payés convenablement, si l'entreprise continue à faire des choses bien, si le patrimoine de l'entreprise, le patrimoine immobilier de l'entreprise ne sont pas dérangés, alors si les caisses du trésor de l'entreprise ne sont pas dérangées, pourquoi voulez-vous m'empêcher que je gère le pays? Est-ce que je suis en train de dire que Mme Isabelle avait mieux géré son Sonangol? Je n'en saurais pas le dire parce que je ne sais pas comparer Madame de Sonangol et autre chose. Bon, il est vrai que d'un côté, on a vu que la famille du président avait pratiquement tous les avantages sociaux du pays. L'entreprise de téléphonie, c'était encore la famille présidentielle. Les grands marchés, c'était la famille présidentielle. Même les grandes autres opportunités, ils étaient le premier servi. Là, il y a un mal, c'est pas bien. C'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne manière de faire les choses. On est bien d'accord. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que lorsque Monsieur Lorenzo devient président de la République, il est présenté comme le dauphin de Monsieur Dos Santos. Et Monsieur était un ancien secrétaire général de ce parti MPLA. Monsieur Lorenzo était un ancien de là. Il a été aux côtés de Dos Santos. Donc, s'il y a eu des exactions, s'il y a eu des injustices, s'il y a eu des désordres, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu tout ce qu'il y a eu en Angola, mais M. Dos Santos, M. Lorenzo devrait être au courant. Mais M. Lorenzo ne s'est jamais plaint, même pas une seule fois de la dérive dictatoriale, de la dérive économique du pays. Non, il a attendu qu'il devienne président pour qu'il commence à prendre des mesures allant dans le sens de déranger ou sinon dans le sens de bouger la famille présidentielle. Et la communauté internationale, et le peuple angolais, et le peuple africain,
tous, on peut voir que ça sent maintenant de l'acharnement. Ce n'est pas le redressement, parce que si c'était le redressement, c'est à la justice qu'on allait d'abord commencer par travailler. C'est d'abord la justice qu'on allait commencer par redresser. Parce que quand on redresse la justice, vous n'avez plus besoin de vous attaquer aux individus. La justice va s'en occuper. Mais là, on commence à comprendre que c'est par instruction de tel, par instruction du président. Et les journaux le disent. C'est sur instruction du président que telle chose a été faite. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les juges devraient s'en occuper de l'affaire eux-mêmes. Alors, maintenant, quand je vois d'autres personnes parler de Fachi, ils disent, ils donnent des leçons à Fachi, mais je me pose la question, que voulons-nous, finalement? Qu'est-ce que nous voulons que ça se passe? Qu'est-ce que nous voulons que ça arrive au pays? On veut quoi? On veut que Félix Tshisekedi commence maintenant à prendre des décisions. Bon, j'arrête Kabila, j'arrête Tchadari, j'arrête Matata. Mais s'il le fait maintenant, je l'ai toujours dit, soyons sérieux. S'il le fait maintenant, 2 jours après l'est du pays en feu, le nord du Congo en feu, le Katanga en feu, soki kaka tobandi siko otobanda okanga bato okangi esili donc bino moko mona komombo ke kupanzana parce que ba jeune wana bakokima etant bakokima bakokena bakati kuna ya mboka wana bakomi ba rebelle basali ba groupes armés na bango et ba ko attaquer bino bokolo bani en ce moment là bokolo bani comme oh non mboka totsana nous et puis on ça la dialogue ba eli susu bo sali sous table ronde à part et puis bo continuer même mboka ya avancer. Les problèmes autour d'un niveau. Par contre, ce qui est un paradigme, c'est tombe la justice. Ça veut dire que le président a lobby non, il a tombe la justice tangai. Mais justice tangai tombe la au cas qu'on a battu à Sika, on a battu à Malonga. Parce que le changement d'un système doit aussi faire finalement allégeance d'un changement à Batou. Il faut une nouvelle manière de voir les choses pour que Makamou soit changé. Tant que vous avez dans une justice tangai, dans l'Ongoli, tous les juges ont qui Amabé. Kabila le père à Salaki Yango. Kabila le père quand il arrive au pays, il fait la même chose. Il enlève d'abord les juges. On a qui proyété, on a comme on a qui mabé pour d'ailleurs, à l'ongoli bango, à nommer ba oyaye ba juge zaki na bango. Malheureusement, ba juge au Kabila le père à Tchaka, et là ba juge fallait pas ça la musala o na bango. Qu'on traquait ba ancien mouvancier, qu'on landa ba tout ancien bouddhiste. Et là il faut qu'on ramener justice na biso na nzela na ngote. Et là il faut qu'on débarrasser justice na biso na ba juge ba dai ko boya ko yoka mibeko. Bon bien évidemment certains, pas tous, mais certains. Neto comme la situation comme disons comme juste c'est béba. Alors ce que Tolingi Bongo on dit c'est un choix qu'on fait. Si nous voulons que Félix Tshisekedi se comporte comme monsieur de l'Angola, et bien ça va être la même chose. Et Akangi Lelo, Akangi Lobi, Akangi Mukolo Kuna, Akangi Kuna, Akangi Kuna. Et puis l'Angola c'est pas le Congo, l'Angola c'est un petit pays. Vous pouvez contrôler facilement les groupes armés, mais ce n'est pas comme le Congo. L'Angola n'a pas 9 pays voisins. Non, n'oubliez pas que l'Angola n'a pas 9 pays voisins. Nous on a 9 pays voisins. Ça veut dire que nous avons 9 sources potentielles d'attaque. Ça veut dire quand vous avez 9 pays voisins, ça veut dire que vous avez 9 bases arrières. Vous avez 9 bases arrières au moins officielles, potentielles, il y a des ennemis, ceux qui vont venir dans le Boka pour qu'ils vont agresser Bino très facilement. Le nom, ceux qui vont faire chasse aux sorcières au Congo, si vous osez faire la chasse aux sorcières au Congo, eh bien vous avez dit tout simplement bienvenue à la balkanisation. Nous avons certaines provinces stratégiques qui sont en train de courir un risque important. Je ne citerai pas, sinon vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais nous avons une province au Congo qui est en train de, après l'est du pays, après Goma et Kivu, il y a maintenant une autre province qui est menacée, où tous les regards sont là à cause de son lithium. Et c'est très dangereux maintenant pour nous. Alors si nous avançons, nous continuons à frôler alors c'est fini, le pays est parti. Le pays est parti. Mais ce que M. Lorenzo est en train de faire, il ne donne pas une bonne leçon à l'Afrique. Parce que M. Lorenzo est en train de confirmer la crainte il y a bateau bakambakambo kamabe na Afrique. Parce que dans Angola, c'est exactement où il y a na Bénin avec Patrice Talon. M. Talon, on lui a dit, M. Talon, on n'avance pas sur ce point-là. Ok, Mabé. Au moins, il fait rattraper. Hein. Il a demandé au monsieur, il a compris qu'il fallait laisser M. Boni revenir au pays. Parce que ça offusque même la démocratie. Il y a démocratie que lorsque ceux qui vous ont précédé vivent chez vous au pays. S'ils vont suivre la cour de s'ils vont suivre le cours de la justice, le cours de la justice normalement, sans qu'il y ait des poursuites, il y a spectacle. L'avantage avec le principe est que mais l'inconvénient des individus, c'est que
Et M. Lorenzo est en train de scier l'arbre sur lequel lui-même est assis. Parce qu'autour de lui, les gens sont encore en train d'enregistrer Makambe Mabe contre lui. On dit qu'il est katangais. Il s'appellerait Jean Laurent. Alors comme en Angola, comme on change toujours de nom, alors comme Joano, Joano Lorenzo. On dit que ce serait en général katangais. Bon, on raconte un peu, hein, vous savez, au Congo, il y a toujours des gens qui racontent leur vie. Donc, M. Lorenzo doit comprendre, il a deux choix devant lui. Ou il assoit, lui, son leadership dans son nom et dans ses manœuvres qui ne sont vraiment pas bien, ou alors il établit une structure normale, une bonne structure, une bonne administration pour que l'Angola devienne un grand et un très bon pays. Parce que la crise économique qui frappe l'Angola maintenant, c'est une crise qui risque de se perdurer. Pardon, qui risque de perdurer et qui risque d'envenimer d'autres situations. Parce qu'une crise appelle une autre crise. Et il va se retrouver dans une situation où le peuple a faim et le peuple ne peut plus apprécier le progrès que vous faites. C'est vrai, le changement ou l'alternance, comme vous voulez, mais l'alternance est un processus. Il y a un monsieur qui s'appelle Étienne Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il est nommé Premier ministre. La première chose à faire, il fait quoi? Vous pensez qu'Étienne Tshisekedi ne savait pas les grands profiteurs du pays? Non, mais il est allé simplement, il est allé dans une voie qui est noble. Demander aux gens, avant même qu'ils prennent les fonctions et qu'ils commencent à travailler, il est allé à la RTNC demander aux Congolais de rendre tous les biens qu'ils ont eu de l'État. Tout celui qui se reconnaît garder quelque chose de l'État dans sa maison, qu'il ramène à l'État. Et vous avez vu le palais du peuple, comment il était rempli. Vous avez vu comment c'était plein l'esplanade là-bas. Tout le monde a ramené ce qu'il avait à voir. Et ceux qui étaient dans les provinces pouvaient les amener dans leur commune. Et c'était un avantage important parce que tout le monde s'était senti concerné dans l'affaire. Mais maintenant, lorsque vous voulez commencer à taper les gens autour du président, vous allez commencer à traquer les gens autour du président, les colonels, les généraux, ainsi de suite, mais ça ne servira absolument à rien. Allez au niveau de l'armée, demandez les rapports de l'armée, faites un état général de l'armée et vous allez comprendre que c'est important de le faire. Et vous-même, vous allez voir que les généraux vont tomber d'eux-mêmes sans que vous puissiez les citer nommément. Vous allez dans l'administration publique de l'Angola. Essayez de voir le rapport de chacun d'entre eux. Il y a certainement eu des rapports qui ont été faits de la société civile, de la communauté internationale. Les rapports convergent vers de non. C'est sur base de ces rapports et vous laissez la justice faire le travail de façon consciente et vous n'allez pas avoir de problème. Maintenant, vous entendez Mme Isabelle parler de l'acharnement, M. Sidika parler de l'acharnement, la société civile, une partie qui vient à l'extérieur, parle de la même chose. Non, il y a des choses et des choses à faire. Monsieur Lorenzo, moi je veux bien que vous puissiez inquiéter vos prédécesseurs, je veux bien, mais cette politique, ça ne paye pas. Vous êtes les dauphins de M. Dos Santos. Donc vous êtes venus de lui, vous ne venez pas nous rapporter des choses, vous êtes venus de lui, vous l'avez tellement loué à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vous qui vous tournez, c'est vous qui finalement vous retournez contre lui. Ça ne nous aide pas. En Afrique maintenant, si nous voulons asseoir des bonnes dictatures, disons des bonnes démocraties, si nous voulons asseoir des bons États de droit et des bonnes gouvernances, il est temps de revenir sur les principes. Moi, je vous invite à parler des principes. Sortons un peu de cette histoire de on s'attaque aux gens, on s'attaque aux individus. Non, total la makambo ba principe. C'est comme tu ça la journal na ye, alinya banga a bongisa mamba journaux na Rolanda Yves Bouya te. Non ke kuna te Yves Bouya, c'est news na kangi te. Na kochaka que ba entreprise nous ça na 1000 na 15 000 $ na banque na compte te et kangama. C'est simple. On a ba biso ba Yves Bouya to ke pas biso to yiba ki mbongo l'état te, to na mbongo financer ba entreprise na biso makasité. Bato ba yiba mbongo l'état ba kozoganga na ba TV lo tozana ba émetteur tozana ba faisceau bato benga ba laptopeur bato wana ba yiba mbongo l'état ba ba manigance na bango aujourd'hui peuvent revenir donner des leçons aux gens sur le média. C'est eux qui ont volé l'argent. Aujourd'hui to bimisa mbongo soma ki te osoma ki comment on appelle ça faisceau na nini aujourd'hui mbongo na pi belé ba okanga mapelo kwa bongo. Donc mettons le principe en avant. Mettons le principe en avant, on n'aura pas de problème. Tout ça, le principe n'a pas soli. Bosso, bilomoko beaucoup moins que makamabele ko changer. En Angola, c'est la même chose. Mettez les principes, les hommes vont tomber, vont survivre et le malheur va arriver. Donnons l'exemple aux autorités africaines, ceux qui sont encore au pouvoir et qui ont peur de quitter le pouvoir. Parce que c'est que M. Lorenzo a fait, il a dit donc à monsieur, par exemple, M. Ouattara, il a dit à M.
Biya, il a dit à M. Denis Sassou Nguesso, il a dit à M. De l'Angola, pardon, du Tchad, M. Yassingbe, non, pardon, du Togo, M. Yassingbe, il a dit à M. de Théodore Ebiangema, il leur a dit, hein, donc, Bomoni, Nenge Bozawana, Bocha Lisusu ba dauphin te au bada famille nabinote. Parce que ceux qui vous tiennent ba dauphin, talamang ba sa labino yango. Mettez vos enfants. Donc, demain, François Bozizé peut revenir en Afrique, dans la Centrafrique. Donc demain, Christelle Sassou peut être président de l'Angola, pardon, du Congo-Brazza. Et la famille Yassingbe peut le faire. Aujourd'hui, vous avez vu les fils de... si le fils ou le frère du Gabonais Bongo, vous avez vu comment il est en train de monter en flèche. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc Lorenzo risque de nous faire perdre beaucoup de temps inutilement au lieu de s'attaquer à la famille Dos Santos. Si son Angola est une grande entreprise, pour protéger Angola. Pour protéger Angola, comme ça, l'État a le droit de titeur Angola, comme ça, trouver un mécanisme scientifique important pour permettre qu'il n'y ait pas des gens qui vont fuir le pays, mais qui restent au pays, qui restent, s'ils vont être jugés au pays, mais bon, respecter la procédure, ils ont droit à la défense. Ils ont droit à la défense. Vous pensez que si vous arrêtez Madame Isabelle, vous réglez le problème de l'Angola? Si vous l'arrêtez, elle, bon, prenons le cas, vous l'arrêtez, vous prenez toutes les richesses qu'elle a, et puis après, l'Angola se développe. Non, établissons sur des principes, c'est mieux. Parlons de principes, ça va aller. Monsieur Lorenzo, je vous présente mon indignation. Vraiment mon indignation. Je pense que vous pouvez faire mieux que de vous attaquer aux individus. Restez sur des principes. Les hommes vont tomber. Attaquez-vous aux hommes. Il y en a d'autres qui survivront. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.